Bonjour, bienvenue à notre balado sur, dans le fond, les pièges à éviter en affaires. Donc, je me permets de me présenter, Alex Robitaille. Je suis passionné de l'entrepreneuriat depuis bientôt 10 ans. J'ai le grand plaisir ou privilège d'accompagner quotidiennement des gens qui ont une idée et qui sont curieux de savoir quelle est la suite, en fait. Et donc, je suis 100% disponible pour les accompagner dans la démarche, dans leur, en fait, démarche entrepreneuriale. J'ai également une expérience en tant qu'entrepreneur, donc pendant quelques années. Pour moi, c'était super important de vivre cette expérience-là, de comprendre et mieux connaître la réalité entrepreneuriale parce que, pour ma part, j'ai toujours su que ma passion, c'était l'accompagnement des entrepreneurs. Puis je trouvais plus crédible de me dire, oui, conseiller, mais également ancien entrepreneur. Donc, c'est un petit peu mon parcours. Et puis ce matin, pour avoir du plaisir pendant 30 minutes, j'ai la chance d'être accompagné de deux merveilleuses personnes qui, eux aussi, ont le plaisir, en fait, d'accompagner quotidiennement, d'être en contact constant avec des entrepreneurs. Alors, je vais leur laisser chacun une petite minute pour se présenter. Je vais commencer par toi, Marie-André, si tu veux bien nous parler de toi, de ton parcours et de ton organisation, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci Alex de m'avoir invité. En fait, moi, je suis Marie-André Fontaine, conseillère service aux entreprises et entrepreneuriat pour la ville de Laval. Donc, en fait, ce que je fais dans mon quotidien, c'est que j'accompagne des entrepreneurs dans leurs projets, dans le développement de leur entreprise. On est un peu une bougie d'allumage pour aider les entrepreneurs à concrétiser puis de leur offrir un soutien pour les aider là, dans le démarrage de leur entreprise éventuellement. Et aussi, on offre du soutien financier qui peut être offert aussi avec l'accompagnement. Donc, on est là pour les entrepreneurs, puis vous pouvez venir nous voir. On a aussi plusieurs spécialisations dans le département du service du développement économique. Donc, on pouvoir donner des services conseils et aider là, les entrepreneurs, même en croissance aussi et en expansion. Merci Marie-André pour ta belle présentation. Merci de jouer le jeu et d'être avec nous ce matin. Alors, Jonathan Falardeau, veux-tu prendre également ta minute pour nous parler de toi? Bien sûr. Merci Alex. On va avoir bien du fun à matin. Mon nom est Jonathan Falardeau. Je suis cofondateur du Tiers-Lieu. Le Tiers-Lieu, c'est un espace de coworking qui est établi à Laval depuis maintenant presque 5 ans. On travaille avec des entrepreneurs au quotidien. Donc, au Tiers-Lieu, ce qu'on fait, c'est on ramène de la solidarité auprès des entrepreneurs. Donc, on se regroupe autour de la notion que être ensemble, c'est ta valeur ajoutée. Ça nous permet d'aller plus loin. Donc, moi, je travaille au quotidien avec des entrepreneurs de toute industrie, de toute grosseur d'entreprise, vraiment autour de l'idée que on travaille vraiment autour de l'idée que aider son prochain, c'est aussi bon pour les autres que pour nous-mêmes. Merci, Jonathan. Alors, bienvenue à toi également. Donc, la thématique choisie ce matin, je l'ai dit d'entrée de jeu, dans le fond, quels sont les pièges à éviter en affaires? Alors, ma première question, en fait, je l'adresse à tous les deux. Je suis curieux de savoir, dans le fond, quelle est souvent la première étape qu'un entrepreneur se doit de faire s'il a l'intention de créer une entreprise? Premièrement, je pense qu'il faut trouver une idée. Donc, trouver la bonne idée, soit selon ce qu'on a vécu dans notre quotidien, un service, un produit qu'on a remarqué qui n'était pas présent sur le marché. Dans notre travail, souvent, on peut identifier des besoins qui sont pas comblés pour certains types de clientèle. Selon notre expérience, nos formations aussi, on peut développer un service, un produit, voir ce qui se fait à l'étranger. Donc, souvent,
c'est de regarder, puis de regarder aussi la compétition, ce qui est offert par les compétiteurs. Est-ce qu'il y a vraiment un réel besoin? Donc, je pense de trouver son idée d'affaires, c'est une étape importante, puis ensuite de la valider. Parfait. Jonathan, voulais-tu ajouter quelque chose à trouver son idée d'affaires? Oui, bien sûr. Nous, les entrepreneurs, on est très enthousiasmants et enthousiasmés. Étourdissant également, Jonathan. Étourdissant, ouais. Alex, tu les côtoies, toi aussi, c'est vrai, c'est très étourdissant. Avant de se lancer en affaires, c'est important de s'assurer, comme Marie-André disait, que ça répondait à un besoin et de pas se laisser avoir par le jeu de l'enthousiasme. Donc, écrire ton idée sur papier, faire une brève description, la mettre en dessous de ton oreiller, dormir dessus. Si après un certain temps, tu as encore autant d'enthousiasme de vouloir y aller et que ça répond, selon toi, à un besoin, je pense que ça devient un bon moment rendu là de pouvoir se lancer à aller à l'étape suivante. Moi, personnellement, je suis entrepreneur. On est paresseux de nature. On peut en faire le moins possible tout en faisant le plus possible. Donc, pour moi, la prochaine étape, c'est d'y aller avec le plus petit incrément possible. Moi, j'aime bien aller, avant de me lancer dans les grosses étapes de validation, juste écrire un petit one-pager style business case qui est décrit ton produit ou ton service. Puis répond aux deux questions suivantes. Pourquoi le produit et service est nécessaire? Puis pourquoi le produit et service est nécessaire maintenant? Puis pour moi, c'est la première étape de la validation, qui est un petit incrément qui nous demande pas beaucoup, qui demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent. Puis après ça, on en discuter avec un cercle restreint. Puis si on voit que ça résonne bien autour de nous, ben on peut commencer à aller vers les étapes de validation qu'on connaît, qu'on utilise plus souvent dans le démarrage d'entreprise. Merci, Jonathan. J'adore, en fait, vos deux réponses. En plus, les deux s'enchaînent bien. Marie-André, à savoir, ça prend une idée. Hein? Tout entrepreneur se doit d'avoir une idée. Et puis, Jonathan, oui, une idée, mais peut-être de ne pas aller nécessairement trop rapidement. De ne pas brûler les étapes trop rapidement au début, de la laisser mijoter, de la structurer, continuer sa réflexion, mettre ça sur papier. Puis ensuite, les deux, vous me parlez de validation, qui pour moi est probablement un des plus grands pièges qu'il faut éviter lorsque nous démarrons une entreprise, c'est de ne pas oublier l'étape d'aller sur le terrain, valider son idée d'affaires. Donc, les deux, vous avez commencé à m'en parler un petit peu. Je suis curieux, quels sont les éléments essentiels que l'on doit valider selon vous? Bien, premièrement, moi, je pense que l'entrepreneur doit faire une auto-évaluation de lui-même. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles compétences il a. Tu sais, regarder son CV, là, dire quelles compétences que j'ai, qu'est-ce qui pourrait m'aider dans mon entreprise, puis d'aller chercher le soutien ou des formations trop souvent, il manque des choses. Puis quand on valide notre idée d'affaires, je pense que c'est important, en premier lieu, de voir quelles sont mes passions. Est-ce que j'ai le profil entrepreneurial? Est-ce que j'ai les qualités d'un entrepreneur? Même si je les ai pas toutes, les qualités, il faut que j'en ai évidemment quelques-unes. Donc, devenir entrepreneur, ça l'implique quoi aussi? Tu sais, qu'est-ce que je vais devoir faire pour être un réel entrepreneur? Est-ce que mes perceptions sont la réalité de ce que c'est le métier d'entrepreneur? Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail sur soi à faire au préalable là, pour déterminer si on est le bon pilote à bord. Parfait. Marie-André, j'entends bien se connaître en tant qu'individu nouvellement entrepreneur. Jonathan, toi, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu considères essentiels à l'étape de la validation, l'information là, cruciale à aller chercher? J'adore ta réponse, Marie-André. J'ajouterais à celle-là une petite affaire. Est-ce que tu as envie de le faire tout seul ou pas? Aussi. Donc, se connaître soi-même, c'est super important. Même si on est capable de dire, bon, je suis capable de l'amener quand même assez loin, j'ai-tu envie de l'emmener loin moi tout seul? Ça peut être, c'est combien de partenaires? 1, 2, qui sait?
C'était juste mon petit moment pour compléter cette réponse-là. Sinon, en fait, c'est de valider les hypothèses. C'est ce que je pense, ce que je considère là, être le plus grand piège au niveau de la validation, c'est que l'entrepreneur prend ses certitudes comme étant des certitudes et non comme des hypothèses, ce qu'elles le sont pour la majorité du temps. Donc, avant de valider, il faut savoir c'est quoi les hypothèses. Marie-André a parlé des hypothèses qu'on a sur soi-même, certes. Après ça, on peut tomber dans les hypothèses plus techniques. Est-ce que ça répond à un besoin? Quel besoin que ça répond? Est-ce que ça répond de la bonne manière? Comment on distribue le service? Comment on rejoint la clientèle? Ça, c'est toutes des hypothèses que souvent l'entrepreneur dit, je le sais, moi je rends le service déjà depuis 10 ans, fait que je le fais comme ça, mais c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être pas un besoin non plus que quand on s'adresse à une clientèle comme des PME versus des grandes entreprises, on s'y adresse pas de la même manière, mais on peut laisser notre expérience passer aussi devenir un piège. Donc, ce qu'on connaît deviennent vraiment des hypothèses, puis c'est pour ça qu'on valide. C'est vraiment pour ça qu'on valide. Et c'est selon moi, le plus gros piège, comme tu dis, Alex, dans lequel les entrepreneurs tombent. Tout à fait. Moi, j'aime bien dire avec les entrepreneurs que j'accompagne, dans le fond, les éléments essentiels ou les éléments techniques, pour reprendre un peu ton discours, Jonathan, à valider, pour moi, c'est qu'est-ce que tu vends, à qui tu le vends, puis combien as-tu prévu le vendre? Pour moi, d'avoir ces réponses-là rapidement dans ta démarche, ça va peut-être te réconforter ou te déstabiliser. Puis si tu es déstabilisé, retour à la case départ, on retravaille notre idée, puis on la laissera mijoter, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu un peu plus tôt. Concrètement, comment on fait ça, cette étape de la validation? Est-ce qu'on prend le téléphone puis on fait déjà des appels? Est-ce qu'on utilise un sondage? Est-ce qu'on fait ce qu'on appelle un focus group? Puis pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est un sondage, mais en mode réel. Autour d'une table, on fournit le café, puis on pose des questions auprès d'une clientèle cible potentielle, puis on écoute leurs réponses parce que c'est nos clients potentiels. Donc, c'est eux qui vont nous donner peut-être certaines réponses. Alors, concrètement, avez-vous des trucs à donner pour un entrepreneur qui veut faire son étape de validation, mais qui ne sait peut-être pas comment la faire ou quel outil utiliser? Tu peux y aller, Jonathan, si tu veux. Oui. Je voyais que tu étais prêt. Oui, parce que je me démute. Après 2 ans de pandémie, on est encore dans cette dynamique de démutage. Ça dépend. Je vais offrir ma réponse de consultant. Ça dépend. Ça dépend c'est quoi le produit ou service que tu vends. Est-ce que le focus group va être approprié quand tu vas avoir quelque chose aussi à mettre dans les mains de la personne qui peut utiliser puis donner son feedback immédiatement. Le sondage, c'est habituellement le go-to outil que l'entrepreneur utilise en premier parce qu'il est facile. Il se propage assez facilement avec les outils de communication, les médias sociaux, le réseau immédiat. Le sondage, par exemple, il faut qu'il soit significatif, donc avoir assez de réponses. Si on se projette pour s'adresser aux consommateurs, donc à monsieur, madame, tout le monde, il faut beaucoup plus de réponses que si on fait du B2B. Donc, à ce moment-là, peut-être que aller chercher une quinzaine de réponses beaucoup plus complètes, mais aussi beaucoup plus difficiles à obtenir et plus intéressant. En parler, réseauter, parler de son idée, tout simplement, le plus possible. On a le stigmate de parler de son idée, c'est se faire voler son idée. Mais en réalité, ton idée, c'est plate de dire ça de même, ton idée, elle vaut rien tant que tu n'as pas fait quelque chose avec, là. Donc, la personne qui va prendre ton idée, qui va faire quelque chose, elle va le faire différemment de toi. Puis tu sais quoi, ton idée, elle mijote dans ta tête depuis déjà un bout. Fait qu'elle tu vas être plus rapide que la personne. Tu as déjà un avantage, en fait. Oui, tout à fait. Donc, en parler, parce que c'est le monde qui vont dire « Hey, as-tu pensé à ça? Hey, moi, tu sais quoi, mon beau-frère, lui, il a ce problème-là, puis écoute, il serait bien heureux d'avoir ça de cette manière-là. »
Donc, ton premier élément de feedback, c'est juste d'en discuter, aller sortir. Bon, c'est moins approprié ces temps-ci, là. Il y a moins d'occasions de réseauter, mais de sortir et d'en parler. D'en parler. Oui. Ça, Jonathan, c'est intéressant parce qu'on a dans les prochains balados un thème, trucs et astuces pour maximiser son réseautage et on fait un énorme clin d'œil sur la réalité actuelle de comment on peut développer notre réseau d'affaires en mode virtuel. On s'en sort tranquillement de cette pandémie-là, mais on aura, bref, un autre balado. On sera là pour donner des trucs et astuces pour justement élargir son réseau de contacts. C'est très sage, Alex. Merci, Jonathan. Si je peux rajouter, oui. Si je peux rajouter, en fait, que ce que Jonathan disait, c'est ça, c'est d'élargir son réseau puis de ne pas avoir peur de communiquer. Tu sais, souvent, même nous, en tant que conseillers, conseillères, on a des clients dans notre bureau qui veulent presque pas partager c'est quoi leur projet. Donc, si vous voulez vous faire aider, c'est important de partager justement votre idée. Puis vous avez déjà une longueur d'avance parce que vous avez déjà des étapes de franchis. Mais aussi, je pense que c'est de bien établir son profil de client. Donc, de plus on connaît notre client, plus on est capable d'aller parler directement aux bonnes personnes. Puis, tu sais, c'est comme l'entonnoir, hein? Donc, on élimine certaines personnes, puis on fait moins comment je pourrais dire, des efforts qui sont en vain parce que on s'adresse vraiment à la bonne clientèle. Donc, je pense que de bien définir sa clientèle puis de faire des sondages auprès de cette clientèle-là, ça va vous donner des informations beaucoup plus pertinentes à votre projet. Je vais faire du pouce, Marie-André, sur le mot clientèle et validation. J'adore. C'est important de l'identifier, en fait, notre clientèle cible, parce que des fois, moi, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent « Ah ben oui, j'ai validé. Parfait. Auprès de qui? Mon conjoint, mon cousin, mon voisin, puis mon meilleur ami. Ils m'ont tous dit que c'était une bonne idée. » Ah, d'accord. Je pense que ces gens-là t'aiment beaucoup, puis peut-être que c'est subjectif à l'instant où on est rendu dans ton étape de validation. Puis l'autre point que je voulais faire, je pense que techniquement, tous nos entrepreneurs en démarrage sont bons au niveau production dans la prestation de leur offre de produits ou de services. Je pense que le chapeau de vendeur est toujours un des chapeaux les plus terrifiants. Puis pour moi, l'étape de la validation, c'est que tu le mets, ce chapeau-là de vendeur, parce que tu approches des clients potentiels pour parler de ton offre de produits-services, mais tu n'as pas la pression de signer un premier contrat. Tu t'en vas juste poser des questions, chercher de l'information. Et quand tu seras plus structuré dans un mois ou deux, et là, tu vas réellement mettre ton chapeau de vendeur, je trouve que tu as déjà ouvert une porte. Tu peux relancer cette personne-là et dire, là, je suis structuré. Merci d'ailleurs pour tes bonnes réponses. Ça m'a permis de peaufiner mon offre. Là, aujourd'hui, je m'en viens réellement là te proposer pour obtenir en fait un contrat. Donc, moi, je trouve que c'est important de faire cette étape-là de validation parce que ça t'aide à court terme, mais à moyen long terme pour signer tes premiers clients, ça peut vraiment faire la différence. Pour ma part, j'ai fait le tour de ce premier piège-là que je voulais vraiment prendre le temps de bien illustrer. Merci à vous deux pour vos réponses. Un autre piège que je vois souvent quand je rencontre nos travailleurs autonomes, donc nos solopreneurs, ils sont seuls dans leur équipe. C'est quoi le danger ou pourquoi l'entrepreneur n'a pas encore le réflexe, dans le fond, de déléguer? Pourquoi il veut, dans le fond, tout faire seul? C'est quoi les dangers, en fait, de tout faire seul? Si je peux me permettre un début de réponse, pourquoi qu'on a le réflexe déjà en partant? C'est parce qu'on est souvent, on a souvent beaucoup d'enthousiasme à propos de notre projet, produit. On a la lunette rose au démarrage que si je le fais, c'est sûr que je vais avoir des clients, c'est sûr que je vais être capable de le faire tout seul, tout simplement. Et il n'y a pas de, ça part pas d'une mauvaise intention, mais bien souvent juste parce que on se dit qu'on est capable, tout simplement. Puis plus le temps avance, plus on se rend compte qu'on a besoin, faire tout seul consomme énormément de temps, énormément d'énergie. L'énergie baisse de manière extrêmement rapide, rendu là. Je pense que c'est un des dangers de vouloir faire tout seul, c'est de perdre de finir
finir par perdre la motivation de le faire parce qu'on en a trop sur les épaules. Est-ce qu'il y a aussi la question de l'épuisement, qu'il faut être vigilant, être fatigué de trop en faire? Toujours. On se cachera pas, se lancer en affaires, c'est exigeant, ça demande beaucoup de temps, mais c'est pas un rythme soutenable avec le temps. Que tu travailles 70 heures par semaine pendant un an, on est peut-être capable de sortir cette énergie-là pour le lancer. Mais on peut pas le faire très longtemps, ça. On va se brûler par la suite, c'est certain. Je dis pas qu'il faut faire 70 heures. Je dis juste que des fois, des entrepreneurs se lancent dans ce genre d'horaire-là, mais que invariablement, on va frapper un mur avec le temps. Marie-André, toi, veux-tu faire du pouce également sur pourquoi, selon toi, l'entrepreneur a le réflexe de vouloir tout faire seul? Ben parce que souvent, on pense qu'on est invincible aussi, puis qu'on peut tout faire. Moi, je pense que ma façon de penser, c'est de plus dire, concentre-toi sur qu'est-ce que tu es bonne, qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que tu as la valeur ajoutée à apporter dans ton entreprise, puis va chercher des gens qui sont compétents parce qu'on peut pas être excellent dans tout, là. On a nos forces, on a nos faiblesses, on a à se concentrer sur quoi on est bon ou bonne, puis ensuite, aller s'entourer de gens. Souvent aussi, les entrepreneurs ont de la difficulté à déléguer, mais il faut se rendre compte qu'il y a des gens souvent qui sont plus compétents que nous dans certaines choses, puis de bien s'entourer, puis d'aller chercher. Je comprends qu'au début, on est souvent au niveau des revenus, on n'a pas assez d'argent pour aller nécessairement embaucher des gens, mais il y a d'autres façons. Il y a établir des partenariats, il y a de trouver des consultants, de faire de la sous-traitance. Donc, il y a plusieurs façons. Puis, je pense que c'est d'accepter qu'on n'est pas bon dans tout, puis d'être humble à ce niveau-là, puis de bien s'entourer. Je pense que c'est là une grande force des entrepreneurs, c'est d'être capable d'identifier dans quoi je suis moins bon ou moins bonne. Entièrement d'accord avec ce que vous dites. Vous me parlez de s'entourer stratégiquement, probablement de fournisseurs, de partenaires, de sous-traitants. Jonathan, je suis curieux, toi qui es en affaires et en couple professionnellement, donc tu as une partenaire d'affaires. Dans le fond, dis-moi, c'est quoi les bonnes questions à se poser dans le choix d'un partenaire d'affaires? Premièrement, dans la définition de partenaire d'affaires où on est un partner partner, on parle pas ici d'un sous-traitant ou mettons, un partenaire de distribution, mais un partenaire d'affaires, on se lance en affaires ensemble. Pour moi, ce qui est névralgique, c'est la communication entre chacun des partenaires. Ça fait 5 ans maintenant au tiers-lieu, mais avant, je travaillais avec des entrepreneurs aussi, puis la communication, c'était toujours la chose qui foutait le trouble, en fait. Ne pas savoir communiquer ou ne pas communiquer efficacement, ça foutait le trouble et ça laissait beaucoup d'espace pour les sous-entendus et les perceptions et les interprétations. Moi, un des pièges, rapidement, Jonathan, je vais te renvoyer la balle, parce que je sens que tu as encore matière avec cette question-là, mais moi, une des choses que je vois souvent, un piège à éviter, c'est choisir son partenaire parce qu'il nous ressemble, parce qu'il a les mêmes qualités ou les mêmes compétences, au lieu de peut-être combler certaines faiblesses ou lacunes. On ne peut pas être un expert dans tout, donc c'est correct d'avoir des petites choses qu'on se dit, ouais, je suis un petit peu moins solide. Peut-être que dans le choix d'un partenaire éventuel, il faudrait que ces choses un petit peu moins solides que tu possèdes ou que tu as, on les retrouve chez ton partenaire. Donc, je te renvoie la balle, Jonathan. Oui, j'y allais. Je veux juste finir mon idée précédente. En fait, moi, j'ai vu trop d'entrepreneurs qui se lancent en affaires avec quelqu'un après s'être rencontrés, avoir pris un café dans un événement de réseautage, puis dire OK, good, on semble bien s'entendre, puis on veut faire la même chose, ou tu veux faire quelque chose qui ressemble à ce que je fais. Let's go, on y va.
Tu parlais de couple professionnel. Pour moi, c'est important. Le mot couple est très important ici parce qu'il dénomme vraiment le temps qu'on passe avec l'autre personne. C'est quasiment autant que ton couple personnel. Donc, à ce moment-là, c'est une décision qui est importante à prendre. Donc, il faut vraiment se poser beaucoup de questions sur soi-même. Marie-André elle en a parlé en début de balado à propos de se questionner sur sa situation personnelle, familiale, financière. Puis moi, c'est des questions que je me suis posées quand je me suis lancé en affaires. Puis de choisir quelqu'un qui a des similitudes au niveau de la situation personnelle aide beaucoup à la compréhension. La garderie vient d'appeler, il faut aller chercher les enfants parce qu'il n'y a plus d'électricité. Il n'y a pas de oui, mais il faut que tu livres là, parce que la personne elle a 22 ans, puis elle sort de l'université, puis elle a juste ça à faire dans sa vie, c'est travailler son entreprise. Ne comprend pas ne peut pas comprendre cette partie de ta vie personnelle. Donc, aussi, communication, compréhension entre partenaires, hyper important. Je te laisserai finir peut-être ta réponse, Jonathan. Après, je suis curieux peut-être d'entendre Marie-André si elle veut faire un petit pouce sur justement les éléments à considérer dans le choix d'un bon partenaire. Puis la dernière partie de ma réponse, en fait, tu y as touché, c'est d'avoir de la complémentarité au niveau de la personnalité et aussi au niveau ce que j'appelle technique. Donc, sur le travail à accomplir. Donc, si je suis pas bon en vente, il va y avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux ou qui s'y prête mieux ou qui a plus les aptitudes de vendeur, comme tu dis. Tandis que si je suis bon en développement des affaires, ben, d'avoir une deuxième personne qui est bon en développement des affaires, c'est bien, mais on va finir par se piler ses pieds. Merci, Jonathan. Marie-André, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou ça a pas mal été dit par Jonathan? Bien, pas mal tout a été dit avec Jonathan. Il y a l'expérience aussi de l'avoir vécu. Mais ce que je voulais peut-être ajouter aussi, c'est peut-être quand on part en affaires avec un ou plusieurs partenaires, c'est de bien établir les bases d'être gagnant-gagnant des deux côtés aussi. Que ça soit un win-win, comme on dit, pour les deux ou les trois partenaires, de dire, ben moi, c'est ce que je veux, ça, c'est ce que je veux moins, puis de le mettre sur papier, puis de dire, comparer à quoi je m'attends, à court, moyen, long terme, qu'est-ce que moi, je veux accomplir aussi en tant qu'entrepreneur, puis je pense que ça, de le mettre sur papier au début, ça l'évite, comme tu dis, Jonathan, peut-être de se piler sur les pieds plus tard, puis de dire, ben, à quoi moi je m'attends, qu'est-ce que je veux être dans l'entreprise, puis quelle tâche que je veux avoir, puis qui correspond aussi à ce que je suis capable et en mesure de faire aussi. Fait que je pense que ça, c'est une partie importante, puis surtout au niveau légal, là, d'avoir une convention d'actionnaire qui est un piège à éviter. Je pense que ça, c'est important. Quand tout va bien, ça va bien. Mais quand tout commence à aller mal, puis on n'a pas pensé à signer une entente ou une convention d'actionnaire, ben là, on peut être pris dans un piège pas mal sévère. Je ne sais pas le mot, là, mais... Bon point, excellent, merci. Moi, personnellement, je rajouterais une dernière virgule à tout ce que vous avez dit. J'achète, soit dit en passant. Moi, c'est beaucoup dans la vision. On est beaucoup au démarrage, mais on a Jonathan que ça fait 5 ans que son entreprise, dans le fond, roule bien. Donc, on est plus peut-être dans la croissance rendu dans ces eaux-là. Mon point est le suivant. Quand on fait notre sélection pour un ou une partenaire d'affaires, je crois que le concept d'une vision, comment tu vois, toi, la vision de notre entreprise dans 2, 3, 4 ans? Si on a 100 000 $ dans notre encaisse dans 2, 3, 4 ans, est-ce que tu es du genre à vouloir qu'on le retire puis on le met dans notre compte de banque personnelle ou on réinvestit pour continuer à gérer notre croissance? Déjà, peut-être qu'on va avoir des divergences d'opinion, puis en matière à tout de suite, comme tu dis, Marie-André, mettre ça sur papier pour être certain que, OK, on a les compétences complémentaires, on a une compréhension de communication entre nous, mais on a la même vision de où on veut s'en aller avec notre bébé. Donc, pour ma part, ça fait pas mal le tour. Marie-André, capacité financière, argent au démarrage, important plus ou moins d'avoir des liquidités quand on crée notre entreprise le jour 1?
Ben oui, en effet, souvent, c'est ce qu'on voit, hein, c'est que la difficulté d'aller chercher du financement, souvent, les entrepreneurs veulent se financer eux-mêmes, commencer, ben je vais le faire par moi-même, comme on disait tout à l'heure, même au niveau financier. Donc, souvent, c'est d'évaluer notre situation financière, faire un bilan personnel, voir ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation financière, parce qu'éventuellement, on va avoir besoin d'aller chercher du financement, créer un historique pour notre entreprise. Donc là, c'est là la difficulté souvent parce que on n'a pas beaucoup de liquidités ou on n'a pas prévu assez de financement pour avoir des liquidités suffisantes pour au moins subvenir aux dépenses de nos frais fixes là, dans notre entreprise. Donc, budget de caisse, très important. Ça nous aide à prévoir, prévenir, pas faire des erreurs de on n'avait pas assez d'argent finalement, puis on a fait une grosse dépense. Donc, le budget de caisse est super important. S'assurer qu'on a suffisamment de liquidité à tous les mois, vérifier, prévoir, diminuer les dépenses s'il faut. Puis avoir aussi une capacité financière suffisante personnelle pour être capable de réinvestir dans l'entreprise. Souvent, on nous demande une mise de fonds aussi quand on démarre une entreprise. Donc, on va aller chercher du financement de démarrage, mais il faut avoir une mise de fonds suffisante. Donc, c'est important d'avoir certaines liquidités pour démontrer aussi notre, l'importance de notre projet à nos yeux. Là. Donc, est-ce que je suis vraiment motivée? Donc, il faut être capable aussi de pouvoir investir de l'argent et s'assurer que notre partenaire aussi a une capacité financière aussi suffisante là, d'investir. C'est vrai qu'on peut démarrer une entreprise avec pas beaucoup d'argent, tout dépendamment du type de projet, du type d'entreprise. Des fois, ça prend de la machinerie, il faut aller chercher du financement. Donc, faut toujours prévoir, avoir une bonne cote de crédit. On pourra en parler peut-être dans à un autre moment. Mais je pense que c'est important de faire un bilan financier, autant qu'un bilan sur nos compétences, nos forces, nos faiblesses, mais aussi sur comment on est capable de soutenir financièrement, faire un petit ménage là, dans nos finances personnelles. Merci, Marie-André. Je te garantis qu'on va faire un balado sur le financement et je te garantis également qu'on va t'inviter. Dans le fond, ce que j'entends en fait dans les pièges à éviter au niveau des finances, c'est dans le fond de ne pas démarrer une entreprise avec des capacités financières soit limitées ou inadéquates. Je m'exprimerai ainsi. Donc, j'entends. Je me permets une dernière question. Je vois le temps qui file. Je vous l'adresse à tous les deux. Tiens, on pourra commencer par Jonathan. Est-ce que c'est toujours d'actualité le plan d'affaires ou le modèle d'affaires, qu'il y en a qui connaissent plus le business model Canva, bref, un des deux, de faire sa réflexion et de la faire par écrit sur un document? Ben là, c'est sûr que tu me prends par les sentiments, Alex. Pour moi, le BMC, c'est un outil interne afin de comprendre ton entreprise. Donc, de voir le côté gauche, l'interne, le côté droit, l'externe, en fait, puis au centre, ta proposition de valeur, le produit que tu essaies de vendre. Ça te permet d'avoir une vue rapide, très rapide de ton entreprise et de détecter tes hypothèses, encore une fois, pour la validation par la suite. Selon moi, c'est un outil qui est assez puissant pour atteindre ce qu'une partie du plan d'affaires faisait avant. Il le fait toujours, le plan d'affaires, là, en fait. Mais c'est la notion de facilité et de rapidité. Tandis que le plan d'affaires, pour moi, ça vient peut-être un peu plus tard, quand on commence à avoir une idée un peu plus cimentée du produit ou du service qu'on met en place. Ça devient un outil pour convaincre. Pour moi, de ma perspective, ça devient un outil pour convaincre. Ça a déjà été un outil pour l'interne, comme le BMC le faisait avant, le fait maintenant. Mais je pense que c'est moins en moins utilisé. Toutefois, pour cette raison-là.
Donc, c'est un peu à convaincre des financiers, convaincre des partenaires d'affaires, d'injecter de l'argent ou de se lancer avec soi. Dernière chose que je rajouterais, c'est il y a des éléments du plan d'affaires qui ne sont pas couverts par le BMC, qui, selon moi, devraient être aussi développés au moment où tu développes ton BMC. Pour moi, je pense tout de suite à l'étude de marché, qui n'est pas, qui est une activité en marge du BMC, principalement qui se retrouve dans le plan d'affaires, mais qui est aussi très névralgique. C'est quoi la capacité, c'est quoi le marché potentiel, c'est qui ta clientèle, c'est quoi tes personnes, c'est comment tu les rejoins. Tout ça se retrouve dans l'étude de marché, en fait, qui est, selon moi, quelque chose que dès que tu as une idée semi-claire, on devrait commencer à faire. Parfait. Oui. Donc, toujours important, selon Jonathan. Marie-André, as-tu le même son de cloche? Oui, ben en fait, moi, je dirais même, c'est ça fait partie de la validation aussi de l'étude de marché, tu sais, voir comment ça se comporte l'industrie, c'est quoi les réglementations, c'est quoi les lois au-delà de ça, tu sais, est-ce que je vais avoir besoin de certains permis pour opérer au niveau de l'environnement, est-ce qu'il va y avoir des lois bientôt qui vont passer, qui vont faire que mon entreprise va devoir fermer ses portes dans 1 an, 2 ans, donc faire de la veille. Je pense que l'étude de marché, ça se fait tout le temps parce que, oui, on l'a fait au début, mais on continue de la faire parce qu'on doit faire de la veille, on doit regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les changements, l'environnement, tout ce qui se passe là au niveau de l'environnement, ça fait que il faut s'adapter. Puis si on le fait pas, mais les compétiteurs vont le faire, puis on va perdre la bataille là, en bout de ligne. Là. Fait que je pense que l'étude de marché, c'est important de la faire dans l'étape de validation, mais de la faire au fur et à mesure des années qui passent aussi, là, régulièrement. Bien, merci beaucoup pour votre précieuse participation, la générosité de vos propos. Je suis persuadé que les échanges, en fait, les trucs, les conseils, tout ce que vous nous avez partagé vont sûrement aider grandement nos entrepreneurs ou même nos futurs entrepreneurs. Et puis à vous, futurs entrepreneurs qui nous écoutez, moi, j'ai le goût de vous dire évidemment bonne chance dans la suite du démarrage peut-être de votre projet d'entreprise. Et puis de vous rappeler que moi, je trouve que la culture entrepreneuriale, que ce soit ici à Laval ou même partout au Québec, elle est en pleine santé, elle est riche en croissance et puis on est plusieurs ressources, experts, des gens passionnés, disponibles. Puis je trouve que c'est souvent un piège que vous tendez vous-même, en fait, de peut-être ne pas prendre le téléphone et nous contacter. On est disponible, puis ça va nous faire grand plaisir de vous écouter puis de vous accompagner dans la suite des choses. Alors, je souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à la prochaine.